Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. Dans l'épisode précédent, on vous faisait découvrir la nuit très intense qu'on a passée au château de Fougeray. On vous embarquait avec nous dans notre enquête paranormale, dans une séance de Ouija qui ne se déroulait pas tout à fait comme prévu. Et on vous avait laissé sur un moment fort, un autre type de spiritisme, l'expérience du guéridon, dans laquelle m'attendait un message. Bienvenue dans Para ou Normal. Est-ce que vous avez un message pour Liso ? Rappelez-vous, le guéridon a 3 pieds et il se balance sur un pied en direction de la personne concernée par le message qu'il veut délivrer. Quand il revient au centre, chaque pied fait un petit bruit. Un coup, c'est 2 bruits. Si vous entendez, ça veut dire oui. Si vous entendez, c'est non. Êtes-vous une femme ? Vous aimiez la danse ? Est-ce que vous aimiez des robes rouges ? Alors, moi je vous vois avec, je ne vais pas dire un chignon, mais une natte. Est-ce que ça vous va ? On va reposer le guéridon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez pencher le guéridon pour qui vous souhaitez transmettre un message, s'il vous plaît ? D'accord. À ce moment-là, le guéridon penche de nouveau vers moi. Il penche si fort et si rapidement que je dois reculer de quelques centimètres pour ne pas qu'il me tombe dessus. Et depuis quelques minutes, j'ai l'impression que mon corps est envahi par une énergie positive. Une énergie très puissante qui n'est pas la mienne. J'ai comme la sensation d'entrer en transe. Le plus étonnant, c'est que cette énergie m'est très familière. Je suis persuadée de ressentir la présence de ma grand-mère maternelle, décédée 5 ans plus tôt. Ok, bon, il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Ça va les filles ? Ouais. Est-ce qu'on peut parler ? Ah bah oui, moi ça m'évite de chercher, puisque... j'ai une pointe dans le dos. De quel côté ? Là, j'ai mal. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, j'ai super mal. Depuis que j'ai cette dame-là, j'ai super mal. Et où exactement ? Là. Tony nous montre exactement là où il a mal, entre ses omoplates, du côté gauche. Là. T'as dit un truc ? Je sais pas si c'est de la surinterprétation ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas la personne qui est là directement. On a compris ? Peut-être qu'ils t'ont... Waouh, t'as vu comment il J'ai dit, tremble, on a- le guéridon ? T'as senti comme il a tremblé ? C'est un truc... Donc... Ouais, puis c'est arrêté direct, quoi. Et c'était quoi J'ai juste dit on a compris. Eh ben, cherche pas, t'as vu comment ça a tremblé ? Il a tremblé, un truc de malade. C'est un truc de fou. Quand je prends la parole, les mouvements du guéridon semblent plus clairs, plus appuyés. Alors, Tony me confie le contrôle de la séance. Est-ce que tu lui en veux ? C'est hyper dur parce que j'étais pas prête. À ce moment-là, les premières questions qui me viennent en tête sont très personnelles. J'essaie d'avoir, avec ma grand-mère, une conversation que j'aurais aimé avoir avec elle avant sa mort. Bon, ok, du coup, maintenant, il faut que j'y croie, quoi. Tu sais quoi, si tu veux vraiment y croire, pose tes questions dans ta tête. Nous, on sera au courant de rien. Pendant une dizaine de minutes, je pose plusieurs questions dans ma tête et le guéridon bouge pour m'indiquer les réponses. Encore une fois, je me sens assez bien, émue, mais heureuse. Merci, mamie.
C'était une femme? Mm. Allez, merci en tout cas aux énergies. Voilà, j'arrive pas à décoller mes mains. Attends, bougez pas. Merci aux énergies d'avoir transmis un message. Vous pouvez y aller. T'as des réponses à tes Il n'y a questions? qu'une personne que je connais vraiment bien qui est décédée dans ma famille, et c'est ma grand-mère avec qui, du côté maternel. Elle est décédée d'un infarctus brutal d'un coup, donc... Oh putain, ouais, ça peut Et correspondre. en fait, oui, c'est pour ça Ah que je me oui. suis dit, en fait, c'est le cœur. Ah C'est assez en hauteur pour que ça transmette. c'est là. Ouais. Bon, par contre, quand je lui ai dit, OK, il faut que j'y croie, je lui ai dit, OK, il faut que je croie au paranormal, elle m'a dit oui, quoi. Ouais. Ça, on- Oui. Par contre, j'ai une chose bizarre, il y a une question que je lui ai posée 2 fois. Une fois, elle a dit oui, une fois, elle a dit non. Et je l'ai posée avec, genre, je lui ai reformulé avec d'autres mots. Elle m'a redit oui. Du coup, je sais pas ce qu'il faut en garder. Quand la séance de guéridon se termine, il est plus de 6h du matin. Et c'est tout pour nous, au château de Fougeray. Le jour commence à se lever, nous n'avons pas dormi une seule minute. Et après une pause ravitaillement, on discute dehors avec l'ISO. Il est quelle heure, Eva, là 7h18. 7h18, on a fini l'enquête à Fougeray. Le soleil s'est levé depuis déjà plus d'une demi-heure. Le soleil s'est levé. On n'a jamais dormi. Non. Pas Non. une minute. On n'est pas si fatigué que ça, je trouve. Non, mais... Tu vois ? Moi, je pourrais pas continuer à faire une enquête. Non, moi non Mais plus, mais... je peux pas aller me coucher non plus. En même temps, avec ce qui s'est passé, il y a un truc où genre... je peux pas dormir, en même temps j'ai un peu envie d'aller me coucher aussi, tu vois. J'ai un peu l'impression que... C'est pas un mauvais rêve, parce que c'est horrible de dire ça, parce qu'en vrai c'est chouette ce qui s'est passé. J'ai fait ce qu'on appelle du guéridon. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en contact avec ma grand-mère qui est décédée Elle est décédée en 2018. Quand elle est arrivée, je l'ai tout de suite sentie, parce qu'en fait, il y a une émotion très forte et en fait quelque chose de très très fort et de très très dur à gérer physiquement, émotionnellement, qui m'a envahie. Mais ça n'a pas été de la souffrance. J'ai fait que rigoler pendant tout le long où je suis entrée en contact avec elle. J'avais un grand smile et je pense qu'il y a un peu ce truc de la retrouver qui m'a fait plaisir. Et c'était hyper chouette parce que j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Mais il y a 1 heure, on a fini l'expérience du guéridon. Et en fait, en 1 heure, j'ai quand même eu le temps de remettre un peu en question ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? En fait, au moment où ça s'est passé, je me disais, ouais, elle est là. Alors, je la voyais pas physiquement, mais comme j'ai dit, je sentais la présence dans mon corps. Et je sentais que quand je lui parlais, j'avais vraiment quelqu'un qui me répondait, qui était quelqu'un d'autre que moi. Et en fait, là, avec les 1 heure de temps qui se sont espacées, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment vécu ce truc-là ? En fait, les réponses que j'ai eues, je me demande si c'est vraiment elle qui me les a données, puisque j'ai pas entendu sa voix me les donner. C'est plus, en fait, une réponse qui jaillit en toi. Et je me demande, en fait, voilà, je me dis, mais en fait, je pense que les réponses, elles étaient juste au fond de moi et qu'il y a un truc, je ne sais pas l'expliquer, mais qui m'a sorti, en fait, tu vois, les signaux de ma tête en me disant, mais la réponse, elle est là, Liso, bisous. Et c'est pas forcément, j'en sais rien. Et je suis encore C'est marrant paumée. parce que vraiment, t'as totalement changé de version parce qu'il y a 1 heure, t'étais en mode, ok, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie, qui a chamboulé mes croyances parce qu'il faut le dire, tu nous l'as dit. Mais oui, je l'ai dit pendant l'expérience. Il faut Et là savoir que quand je dis, est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut que j'y croie dans ma tête ? Quand je dis j'y crois, le i fait référence au paranormal et pas au paranormal au sens large. Dans le sens, c'était plus au fait qu'il y ait une vie après la mort et que les âmes continuent de vivre et d'être présentes. Et ça s'est posé pendant tout le long de notre projet. Tu le sais très bien que j'avais peur de la mort. On en a parlé avec beaucoup de spécialistes et j'ai toujours eu peur d'être confrontée à cette mort. Et je pense que, ouais, là, il y a eu en fait un peu des réponses à mes questions. Un truc qui était totalement vrai, que tu remettais pas du tout en question. Et quand tu lui as posé la question, ok, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'y croie ? Et que là, la réponse a été un énorme oui. Mais même nous, on a senti la table trembler, on a senti la force avec laquelle elle te donnait cette réponse. Et en fait, nous, on était là en mode, il n'y a aucun doute. Et après, tu as posé tes questions dans ta tête, ce qui est très bien parce que nous, au moins, on n'est pas influencés, on n'aurait pas pu bouger le guéridon parce qu'on ne sait même pas ce que tu lui as posé comme question. On avait juste ces réponses et c'était tellement fort pour toi. La réponse était tellement intense et tu lui as posé des questions tellement personnelles. Donc je pense que tu as eu les réponses aussi un peu escomptées. Et voilà, donc à mon avis, ça a aussi changé, c'est ce qui était le but de ce projet aussi, ça a aussi changé ton rapport à la mort, qui est ce qui te faisait peur,
clairement. Et là, disons que je trouve ça extrêmement symbolique que pour le dernier épisode, tu y aies été confronté comme ça, de plein fouet en fait. Ouais. Tu as un message qui pour moi se passe de commentaires et se passe d'explications parce que c'est vrai en fait. Et toi, tu l'as ressenti tellement réellement que t'as pas besoin de justifier ou d'essayer de réfléchir ou de rationaliser quoi que ce soit. Ouais, et bien en fait, Tu c'est vois ce que j'allais te dire. Le problème, c'est que je me dis, en fait, ça fait 27 ans que je vis avec ces positions rationnelles et quand t'as l'habitude de tout rationaliser, d'être dans le contrôle de toutes ces choses-là, une expérience qui a duré, je sais pas combien de temps ça a duré en tout. À peu près 10 minutes, je dirais, non ? 10 minutes. En fait, c'est très compliqué pour ton cerveau de se dire 10 minutes, Ah, mais oui. remettre en question 27 ans de ta vie, tu vois. Bien sûr, mais Et ouais, le doute, c'est très vite réinstallé. Le lendemain, avec Eva, on s'envoie des messages. On est très perturbés par notre séjour à Fougeray. meuf, j'ai vraiment pas assez dormi, mais j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a vécu, c'était un rêve. Dans le sens où c'était hier, mais ça me paraît déjà tellement lointain et tellement gros. Je me dis, non mais c'est pas possible, on n'est pas allé à Fougeray, il s'est pas passé ça. Enfin, c'est vraiment... c'est dur à concevoir qu'on ait vécu ça. Et d'un côté, ça me rend un peu triste parce que je me dis, mais c'était une expérience de dingue et j'ai peur d'en oublier les détails. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a pas vécu en fait. C'est hyper bizarre, mais pourtant, toutes les expériences et toutes les sensations et toutes les leçons, disons, tous les messages qu'on a eus, enfin en tout cas que moi j'ai reçus, sont là, sont ancrés. Je me dis, ok, on va travailler dessus et il fallait vraiment recevoir ces messages à ces moments-là. Mais je sais pas, j'ai une espèce de brouillard mental, comme si quelque chose m'empêchait de m'en souvenir pleinement. C'est hyper bizarre. Toi, t'es comment par rapport à ça ? Je suis exactement dans le même entre-deux que toi. J'ai vraiment un peu de mal à dissocier ce qui relève du réel et de l'irréel. Je sais qu'on y est allé. Je sais que l'enquête était réelle aussi, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu moi, je sais pas si ça s'est vraiment réellement passé. Et en fait, je suis en train de me dire que sur le moment, surtout quand moi j'ai vécu ce qui m'est arrivé, ça faisait pile à peu près 24 heures que j'avais pas dormi. Et forcément, il y a des conséquences sur le cerveau et sur le corps. Et en fait, je me demande si c'était pas simplement la fatigue qui a créé ces choses-là et l'état de conscience, enfin mon mental. Franchement, j'arrive pas à... Je suis vraiment dans un entre-deux. Mais j'ai vraiment la même sensation que toi avec le brouillard mental et c'est un peu bizarre. Je suis un peu dans un état de flottement. Mais ouais, c'était une expérience intense quand même. Et quoi qu'il en soit, je pense que ça va changer pas mal de choses dans ma perception. On discute aussi avec Nina, notre productrice. C'est moi, Nina Pareja. Le lendemain du tournage, je crée un groupe WhatsApp avec les filles, sobrement intitulé « Survivre à Fougeray ». Et je leur fais part de mon ressenti. Bon, d'ailleurs, j'ai parlé à Emmanuel, donc le vrai prénom de Mardi. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, en lui racontant l'histoire, genre elle m'a évoqué des phénomènes de groupe, notamment en psy. Et puis le récit en fait qu'on pouvait se construire super rapidement et l'influence qu'on pouvait avoir les uns sur les autres pour provoquer ce type de choses. Et en fait, c'était super intéressant.
par rapport à cet événement-là. Enfin, vraiment, je pense que en fonction de ses croyances, on peut se donner plusieurs interprétations. Et, et voilà, enfin, elle, dans la manière dont je lui raconte les choses, je sens qu'elle se dit que s'il y a eu un espèce de phénomène inconscient assez fort. Et en fait, en soi, en parlant avec elle, tout d'un coup, tout paraissait logique sans tomber dans les explications de type manipulation ou quoi. Quelques mois plus tard, on a demandé à Philippe Crétal, l'enquêteur sceptique du paranormal, de revenir sur cette drôle de nuit à Fougeray. Rappelez-vous, il avait vécu une incorporation à la fin de la séance de Ouija. Salut Eva, donc un petit débriefing 6 mois après cette enquête à Fougeray. Une enquête à Fougeray qui m'a laissé quand même, alors au-delà des événements qui y sont arrivés, m'a laissé quand même un petit peu sur ma faim. Je m'attendais réellement à la description. Alors, la description qui m'avait été faite, je m'attendais à des phénomènes exceptionnels. Maintenant, je sais d'expérience que rien n'est prévu à l'avance, que voilà, ça se prévient pas, il n'y a pas de prise de rendez-vous avec les phénomènes et les entités que nous pourrions croiser. Pour autant, il y a eu aussi cet événement pendant la séance de Ouija, pour lequel, oui, il y a eu des changements 6 mois après. Alors, je ne suis pas plus médium que ça. Je ne suis toujours pas médium. Je ne pense pas que je deviendrai médium un jour. Je dois reconnaître qu'une incorporation en 26 ans, ça ne m'était jamais arrivé. C'était ma première fois. J'apprécierais que ça n'arrive pas trop vite non plus. Là où il y a eu du changement, c'est que les quelques enquêtes que j'ai pu faire par la suite, alors je ne vais pas parler de tolérance, mais voilà, il y a une certaine ouverture d'esprit. Je suis moins intransigeant que par le passé. Je suis moins dans la fermeture d'esprit quant à la médiumnité en général. Donc voilà, c'était un moment exceptionnel. Ça a été un moment exceptionnel aussi grâce à vous, parce que vous avez su nous impliquer complètement dans votre podcast, et on vous remercie encore, je vous remercie encore. Fougeray restera un grand souvenir, un beau souvenir. Para ou normal. Les filles, pour ce dernier épisode, j'ai envie de déroger un peu à votre échelle traditionnelle du para ou normal. On rappelle que l'échelle traditionnelle, c'est 0, t'y crois pas du tout. 10, t'y crois à fond. Parce qu'en fait, je pense que pour expliquer ce qui s'est passé à Fougeray, on a besoin de faire une échelle un peu différente. On a besoin de faire un énorme débrief général. Et j'ai envie de vous proposer des hypothèses. J'en ai plusieurs. Et à chaque hypothèse, vous allez donner votre avis. Vous êtes prêtes ? Oui. Oui. Para Ou normal. Hypothèse numéro 1. Il s'est vraiment passé quelque chose de paranormal à Fougeray. On rappelle que ça concerne donc une séance de Ouija où j'ai reçu un message de la part de mon grand-père et de ma grand-mère décédés. Et Liso a reçu un message pendant une séance de guéridon de la part de sa grand-mère décédée elle aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire à l'hypothèse paranormale ? Je vais évidemment te laisser commencer, Eva. Donc moi, bien évidemment, je suis à fond avec cette hypothèse-là, pour plusieurs raisons, parce que dans la séance de Ouija, personne n'avait aucune information. Déjà, les garçons sur ton prénom apparemment, et même ton nom de famille. Nous, on savait pas du tout que ton grand-père s'appelait René. Pour le potentiel surnom de ta grand-mère, pareil, on n'en savait rien du tout. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour se dire que c'est pas nous qui avons bougé la goutte. Enfin, vraiment, ça bougeait tellement vite qu'on avait limite du mal à tenir la cadence. Et ensuite, pour le guéridon, pour Liso, pour y avoir participé avec toi, Liso, et avoir eu mes mains sur le même guéridon, je sais pas si t'as vraiment discuté avec ta grand-mère ou pas, mais en tout cas, il y avait vraiment quelqu'un. Ça, c'est sûr. Enfin, il y avait quelque chose, en tout cas, qui a fait que t'étais dans un état second et que t'avais vraiment l'air extrêmement touché et impacté par ce que tu vivais. Donc, je sais pas ce que t'as vécu, mais pour moi, il y avait quelque chose de paranormal, ou en tout cas quelque chose de surnaturel qui nous dépassait à ce moment-là. Liso, j'aimerais que tu quittes ta position de sceptique habituelle et que tu donnes tout ce que tu pourrais donner pour valider l'hypothèse paranormale. Moi, ce serait plus par rapport à l'incorporation de Philippe, où là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose d'inexpliqué.
Alors certes, les messages les images dont il t'a parlé, je les trouve très généralistes, mais ça reste quand même, je sais pas, quelque chose d'inexpliqué pour moi parce que il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient sens pour toi. Donc je pense que c'est la seule chose sur laquelle je pourrais me dire qu'il s'est passé quelque chose de paranormal et d'inexpliqué. Et du coup, tu penses qu'il s'est passé quoi pendant la séance de Ouija avec la goutte? Alors pour revenir à ce que tu disais bien que personne n'a influencé en fait le mouvement de la goutte. Moi, je pense que personne ne l'a influencé de manière consciente, mais de manière inconsciente, si. Ta mamou, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi à la limite, qui peut être étrange, mais je me dis, est-ce que Nina nous a pas, influencé de manière encore une fois inconsciente à aller écrire ce message en fait sur la table de Ouija, quoi. Para Ou normal. Hypothèse numéro 2. Tony, Philippe ont fait des recherches dans la journée. C'est-à-dire qu'on a regardé à la rédaction, tapé Nina sans mon nom de famille, mettons qu'ils se souviennent que je m'appelle Nina, et Slate, on tombe sur mon profil, sur mon travail, avec une rapidité déconcertante. C'est-à-dire que c'est dans les premières suggestions Google. Faut aussi préciser que Tony et Philippe, ils se connaissent, ils sont amis, parce que c'est vrai que ça, on vous l'avait pas forcément dit pour l'épisode 9. Donc en fait, est-ce qu'il y aurait pas une hypothèse dans laquelle Tony et Philippe font des recherches, me trouvent? En plus, on peut aussi émettre une hypothèse dans laquelle ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères, et ils ont en réalité influencé énormément, que ce soit la séance de Ouija ou le guéridon. Pour le coup, je valide pas cette hypothèse parce que je pense que les garçons, d'un côté, ils étaient complètement honnêtes avec nous, et de l'autre, en fait, on était quand même avec eux la majeure partie de la journée. Et on les aurait vus, en fait, être sur leur téléphone ou quoi. Et alors, quand bien même, il y a des moments où on n'était pas avec eux, je pense qu'ils étaient vraiment focalisés sur leur enquête. C'était la première fois pour Philippe qu'il allait à Fougeray. Je les vois pas, en fait, être dans cette intention-là, si tu veux, de nous piéger, si on peut dire, à ce point. Donc, voilà. Et toi, Eva ? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Non seulement on a été avec eux toute la journée à partir du moment où on s'est tous retrouvés, ils étaient focus sur leur enquête. De mémoire, il n'y avait pas trop de réseau à Fougeray, donc ça aurait été compliqué. Et en plus, il aurait fallu qu'ils cliquent sur toi, qu'ils tombent sur ton travail. Voilà, je pense pas du tout que ce soit leur intention. Et ouais, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment été honnêtes et je valide pas cette hypothèse. Bon, d'autant que le travail dont on parle, c'est un podcast que j'ai fait qui s'appelle 52-62, mon enfance en Algérie, et que donc ça implique qu'il l'écoute pour comprendre que mon grand-père s'appelait René Pareja. C'est pas si simple. En tout cas, pour tomber sur Nina Pareja, René Pareja, c'est pas très dur quand même. Je crois que c'est dans la description du podcast, t'as même pas besoin de l'écouter. C'est dans la description parce que c'est le nom de mon père. Après, faut l'écouter pour comprendre que c'est aussi le nom de mon grand-père. Il n'empêche que trouver, par exemple, mon nom de famille, c'est pas bien compliqué. Après, moi, je pense que ton nom de famille, c'est pas une influence d'eux. Je pense que là, c'était plus... Moi, je me dis, dès le moment... Quand on a changé de goutte, déjà, t'as dit, moi, ça m'évoque quelque chose. Donc, nous, on est influencés. Et dès que t'as dit, c'est le nom de mon grand-père, en fait, il suffit que juste Eva et moi, on met cette énergie et cette intention pour que la goutte se dirige vers les lettres de ton nom de famille pour que ça se fasse. Donc... Mais aussi, quand bien même ils auraient cherché ton nom de famille, ils seraient tombés sur le nom de ton grand-père, ça voudrait dire qu'ils auraient vraiment influencé la goutte avec leur propre force, en fait, chose que nous, on n'a pas du tout ressenti. Et eux, ils avaient aussi l'impression de suivre le mouvement comme nous. Donc, ouais, ça corrobore pas trop cette hypothèse. Pour terminer par rapport à cette hypothèse-là, il y a aussi plein de choses qu'on n'a pas mis dans le montage, notamment les débuts de séance, où en réalité, Tony attendait davantage un message de ses proches. Ça, on l'a pas mis au montage. Et c'est vrai que du coup, cette hypothèse-là, elle est plus compliquée à tenir dans le sens où lui, il avait l'air de davantage attendre des messages pour lui que d'en attendre pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Para ou normal. Hypothèse 3, celle-là, on nous en a parlé pendant une séance d'écoute qu'on a faite en avant-première de l'épisode 9. C'est plus une remarque sur Philippe. Cette personne nous disait pendant l'événement qu'on a fait, comment ça, Philippe est sceptique? Il montre tous les signes d'un manque de scepticisme. Alors, je vais pas parler en son nom, mais
Il est très renseigné parce que ça fait 25 ans qu'il enquête dans le milieu du paranormal. Je dirais pas qu'il y croit. Je pense qu'il croit peut-être à quelque chose d'autre qui nous dépasse, sans forcément nommer cette autre chose paranormale ou le target paranormal. Et le seul truc que je trouve un petit peu bizarre à la limite, c'est quand il nous a rejoints dans la séance de Ouija et qui nous a dit je m'étais promis de plus participer à ces choses-là parce qu'en fait à la réécoute je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Est-ce qu'en fait il a déjà été confronté à quelque chose de fort qu'il n'a pas pu expliquer ? Et là en fait il y a un gros questionnement puisque nous quand on lui demande est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inexpliqué, il nous dit non. Du coup il y a juste ce petit moment-là qui moi me met un peu en flottement et je me dis je sais pas, c'est un peu étrange mais après je remets pas du tout en question le fait qu'ils disent être sceptiques quoi. Après, c'est pas exactement ça ce qu'il dit dans la voiture. Toi, tu lui demandes s'il a déjà vécu quelque chose qu'il ne peut pas expliquer et qui l'a profondément touché. Ouais. Et la réponse est non. Il dit pas non, j'ai jamais vécu quelque chose que j'ai pas su expliquer, puisque ça, il nous dit que c'est dans les 5%. Ouais. Donc, du coup, il a déjà vécu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais c'est est-ce que tu as déjà vécu quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer et qui en plus, t'as profondément touché, profondément impacté. Et la réponse à ça était non. C'était plutôt pour ça, je pense, qu'il disait non. Sachant que quand Philippe fait son incorporation, je mets des guillemets que vous voyez pas, mais c'est vrai que sur le coup, là, je pense qu'on est toutes les trois d'accord, je vois pas comment on peut feinter ça. Ouais, autant jouer. Ouais. C'est impossible. Enfin, ou alors, c'est un excellent comédien et il y a eu un raté dans son orientation, mais on le sent pris d'une sensation très forte, on le sent hyper chamboulé. Moi, je peux pas croire que les larmes que lui verse sont fausses. Est-ce que c'est paranormal ou pas ? Ça, c'est à vous de décider ou vous de trancher. Et vous aussi, les auditeurs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il ait pas vraiment vécu ça, vu comment visuellement c'était hyper parlant, quoi. Et physiquement. Para Ou normal. L'hypothèse 4, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance de relaxation qui précède la séance de Ouija. Ça a un lien avec le fait que ce soit aussi Tony qui dirige les séances. On a pu nous dire, et on pourrait formuler l'hypothèse, qu'on a été mise sous hypnose de la part de Tony. Ça tombe bien, vous avez consacré un épisode entier à l'hypnose. Vous en pensez quoi de cette hypothèse-là ? Ce qui est assez compliqué, c'est qu'en effet, pour avoir vécu toutes les deux un état d'hypnose, donc toi avec l'hypnose de divertissement et moi avec l'hypnose un peu plus médicale, mais qui fonctionne exactement de la même manière, je sais pas toi ce que t'en penses Eva, mais les conditions dans lesquelles moi je me suis retrouvée pendant ma séance d'hypnose avec Marie-Charlotte de Mazières, ça n'a rien à voir avec la séance de relaxation que nous a fait Tony. Donc, est-ce qu'on était vraiment sous hypnose ? Je pense pas. Après, dans une profonde détente mentale, un peu plus comme de la méditation, en fait, en soi. L'hypnose, il y a vraiment quelque chose où on n'est plus vraiment maître à 100% de ses capacités mentales, sauf cas extrême. Mais peut-être que ça se rapproche plus de la méditation, où il y a toujours cette conscience qui est là, mais il y a vraiment un vide qui se crée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit un état d'hypnose, mais en effet un état de relaxation profonde. Après, qu'est-ce que ça implique ? Je ne sais pas. Est-ce que ça impliquerait pas le fait que du coup tu te laisses plus porter par tes sens, par vraiment tes sensations et tes émotions ? Et comme moi je pense, notamment pour la séance de Ouija, qui a vraiment l'idée de nos énergies qui se sont toutes un peu mises en commun et qui en fait ont permis à cette goutte de bouger, je me dis est-ce que ça ouvre pas les vannes à ça en fait, tu vois, c'est à la libération de cette énergie qui va faire que la séance de Ouija peut se dérouler en fait. L'hypnose, c'est aussi fait de suggestions. On suggère à la personne qu'on hypnotise, aux personnes qu'on hypnotise, des choses à faire, à dire ou à ressentir. Est-ce que vous avez eu l'impression que Tony nous suggérait beaucoup de choses ? La suggestion, elle n'est pas due à Tony, en fait. Elle est due à tout, au collectif. Elle est due au lieu. Elle est due à la visite. On a quand même passé plus d'1 heure à ce qu'on nous parle continuellement de phénomènes inexpliqués. Involontairement et sans aucune intention derrière, forcément, quand on parle du matériel, de comment ça se passe une enquête, en fait, on alimente toute cette expérience paranormale. Donc, je pense pas que ce soit lié à Tony directement. La seule chose que Tony nous a invités à faire pendant cette séance de relaxation, c'était juste de nous d'ouvrir un peu nos émotions, nos énergies. Donc,
Pendant la séance de Ouija, Tony, c'était une sorte un peu de maître du jeu, puisque c'est lui qui distribuait un peu les cartes et c'est lui qui gérait la séance parce qu'il avait l'expérience que nous, on n'avait pas. Moi, je dirais pas qu'il nous a suggéré d'être dans un certain état, mais peut-être qu'il nous a aidés à travers cette séance de relaxation à peut-être accéder à une partie de nous un peu plus relaxée et peut-être libérée aussi de tout biais, je dirais. Mais en plus, ça fait un peu sens, tu sais, avec ce qu'on m'a souvent dit au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire pendant tout ce podcast. Les gens m'ont souvent dit, mais en fait, les sceptiques, le problème que vous avez, c'est que vous êtes fermés. Vous vous ouvrez pas, en fait, à l'observation, aux sensations, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à entrer en contact avec de potentielles entités. Je pense que c'est ça aussi que Tony essayait de faire, et sans malveillance derrière ou malhonnêteté, c'était juste de nous détendre pour qu'il puisse se passer quelque chose. Après, moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est le fait d'avoir provoqué les choses. Pas dans le sens les messages qu'on a eus, mais c'est qu'en fait, pour vivre une expérience dite paranormale, on a dû passer par tout ce qui est spiritisme, on a dû passer par des objets, on a dû passer par des rituels qui sont vraiment ancrés dans l'univers du paranormal. Et du coup, je sais pas, ça me fait un peu douter parce que j'aurais aimé en fait que ça se fasse un peu spontanément. Comme toi quand il t'arrive des choses et que tu m'envoies tes vocaux, quoi. Para Ou normal. Hypothèse 5, il est tard. On l'a suffisamment dit dans l'épisode, il est 3h30, après il est 4h30, après il est 5h30. On est fatigué, personne n'a dormi. Est-ce que ce serait pas juste ça, un état altéré de conscience, l'équivalent un peu d'être bourré? Moi, je valide complètement cette hypothèse. Parce que comme tu le dis très bien, à partir d'un certain moment passé sans dormir, c'est comme si en fait t'avais bu une certaine dose d'alcool et tu te retrouves avec un état modifié de conscience. Et je pense que la fatigue joue beaucoup, a beaucoup joué, en plus du conditionnement dans lequel on était, quoi. Moi, je suis aussi d'accord avec cette hypothèse, mais avec tout le reste. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'explique pas, de paranormal ou surnaturel, on l'appelle comme on veut. Je pense qu'il y a eu également la suggestion, et je pense qu'il y a eu aussi, bien évidemment, l'effet du non-sommeil. En plus de ça, il faisait super froid. Il faisait vraiment très très froid. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé la nuit à grelotter sans cesse. Donc en fait, ça aussi, ça t'épuise. Il y avait un peu le stress, l'angoisse, je sais pas vous, mais en tout cas peut-être l'appréhension de, même si vous y croyez pas, de vous dire avec tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on entend sur ce château, peut-être que je monte les escaliers, il y a quelque chose qui va me tirer le t-shirt. On n'en sait rien, mais du coup, ça alimente une espèce d'angoisse constante. Et tout ça, pour moi, c'est tout un ensemble d'ingrédients qui sont réunis pour nous mettre dans un certain état et qui font qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Il n'y a pas une seule explication, je pense. C'est plutôt un amas de plusieurs choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Et on a eu la recette idéale. Para ou normal. Hypothèse 6, elle aurait plus attrait à, déjà, l'effet d'attente et l'influence sur le collectif. Et surtout, cette donnée dont on n'a pas du tout parlé, qui est qu'on veut tous repartir avec quelque chose à raconter. C'est-à-dire que moi, quand même, je me fous dans une séance de Ouija alors que je suis censée prendre du son, mais au fond, je suis productrice de ce podcast. Il s'est strictement rien passé du reste de la nuit, et moi, j'ai envie que vous rameniez un truc pour l'épisode. Mais alors, quand je dis ça, on dirait que j'ai tout fomenté, mais pas du tout. Alors, à ce moment-là, c'est totalement pour moi inconscient, mais au fond, je peux pas m'empêcher de me dire que moi, je vous produis le podcast, que j'ai envie qu'on y raconte quelque chose, et que c'est fort probable que j'ai influencé la séance pour qu'on ramène de la matière. Et donc, on a tous influencé, peut-être dans cette hypothèse-là, à notre manière, cette séance de Ouija, ce guéridon. Et alors là, je pense qu'il y a un argument dont on n'a pas encore parlé qui est énorme, c'est que je me trompe sur le surnom de ma grand-mère. C'est-à-dire que dans ma tête ce soir-là, elle s'appelle Mamou parce qu'on vient de le dire, il est 5h du matin ou 3h30 que je suis un peu fatiguée. Donc dans ma tête, elle s'appelle Mamou ce soir-là. La semaine suivante, je vous dis, je me suis trompée. Son surnom, c'était pas Mamou, c'était Mamé. Mais ce jour-là, j'ai peut-être influencé le truc jusqu'à me tromper de surnom et que la Ouija se trompe de surnom. Alors que si c'est bien ma grand-mère, elle est peut-être pas censée se tromper de surnom quand même. Vous en pensez quoi de cette hypothèse-là ?
Moi, je suis complètement d'accord aussi avec cette hypothèse-là. Il y a un auditeur qui est venu au live qui m'a demandé, après du coup la présentation, si moi, en tant que sceptique, dès la création du projet, j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et ben, bien évidemment qu'en tant que sceptique, j'ai envie qu'on me prouve le contraire. Et j'avais envie qu'il se passe quelque chose dans un épisode, sans pour autant définir lequel. Hein. Et oui, comme tu le dis très bien, Nina, je pense qu'on avait tous envie d'avoir quelque chose. Et on n'en a pas trop parlé, mais moi, je pense que c'est ce qui s'est aussi passé avec le guéridon. Lorsqu'on s'est installé autour de ce guéridon, donc il y avait toi, Eva, Tony et moi. Et en fait, je me suis dit, bon, Tony, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir lui parler. Et je savais que Eva, t'avais perdu personne de proche. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, s'il y a quelqu'un qui doit venir, ça va être pour moi. Alors, ce qui est très étrange et ce que j'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui, c'est cette énergie que j'ai sentie, le sourire que j'avais, tout ce que j'ai senti dans mon corps, c'était très puissant. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était l'énergie de ma grand-mère. Mais pourtant, avec les questions que j'ai posées et les questions aussi qu'on a posées avec Tony, il n'y a aucune certitude aujourd'hui pour dire que c'était ma grand-mère. Pourquoi tu dis ça? Parce que les questions n'étaient pas précises. Les questions n'étaient pas précises. Alors, ce qui est assez bizarre en tant que sceptique, c'est que on devrait se dire, ok, Liso, elle est face à une expérience inexpliquée, elle va directement rationaliser le truc et elle va poser des questions de base. Est-ce que c'est ça ton prénom? Je sais pas, des choses comme ça. Mais alors, à ce moment-là, j'ai pas du tout posé ces questions-là parce que, comme je le disais, l'énergie, elle était... En fait, pour moi, il n'y avait pas de doute. J'étais persuadée à 1000% que c'était ma grand-mère. Je sentais vraiment, je sais pas comment expliquer autrement, mais sa présence, je me disais, mais non, mais c'est elle. Et dans un peu l'euphorie de la chose, mais c'est exactement ça, j'ai pas pensé à poser ces questions très basiques qui auraient pu me faire dire, ok, c'est elle ou ok, c'est pas elle. Mais quand bien même, le peu d'éléments que j'ai, mais il n'y a rien qui montre en fait que c'est ma grand-mère en soi. Donc je pense que oui, j'ai influencé les choses parce que dans le fond, je voulais qu'il se passe quelque chose et que c'est la seule personne avec qui j'ai été proche qui est partie aujourd'hui dans ma vie. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il arrive un truc aux deux sceptiques, parce que tout d'un coup, elles s'ouvrent et elles se disent voilà, pourquoi pas, peut-être qu'il pourrait se passer un truc, parce qu'en fait, c'est toujours sympa que tes grands-parents viennent te faire un petit coucou. Et il arrive rien à la personne qui y croit, parce qu'en fait, toi, tu transiges pas les règles. C'est-à-dire que t'es vraiment dans le truc de, t'es là, t'es ouverte, mais comme d'habitude. Et t'as pas ce truc qu'on a, nous, de potentiellement le gros inconscient et le « Ah, mais tiens, venez me voir », parce qu'en fait, toi, t'es là, t'es présente et t'es ouverte, mais comme dans le reste de ta vie. Et au final, le fait qu'il ne t'arrive rien, ça pourrait aussi aller dans cette hypothèse de, en fait, c'était pas du tout paranormal, on a tout influencé, parce que toi, t'es la seule qui était vraiment ouverte à tout, mais à qui, finalement, il n'arrive rien. Ouais, mais comme tu l'as très bien dit, à ce moment-là, j'avais personne. Donc, qu'est-ce qui peut se passer sur une table de Ouija? Des gens décédés qui viennent te voir. Et pour le guéridon, c'est pareil. Donc, il aurait rien pu se passer à ce moment-là, puisque, justement, j'avais personne de décédé au moment où on a fait l'enquête. T'aurais pu avoir la visite de n'importe qui du château qui est censé être là. Alice, avec qui t'avais ressenti un truc, tu vois. La grand-mère, j'en sais rien, enfin... Ou de n'importe qui d'autre, parce qu'en soi, on est d'accord que quand tu fais une séance de Ouija ou une séance de guéridon, c'est pas forcément des gens que tu connais ou qui sont en lien avec le lieu où tu es, qui entrent en communication avec toi. Oui, mais là, on s'était rendu compte, ça, on l'a pas vraiment expliqué non plus. Après les longues heures d'enquête, on s'est rendu compte que, entre guillemets, le château était un peu éteint et que les potentielles entités qu'il y avait dans le château ne voulaient pas, pour X raisons, se montrer ou qu'elles dormaient ou je ne sais quoi. Et du coup, ce qu'on s'était un peu dit, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la séance de Ouija, avec aussi Tony, c'était qu'on allait essayer de capitaliser sur les défunts qui nous entouraient. Et que du coup, on laissait de côté ce qui se passait au château. Moi, je dirais pas qu'il m'est rien arrivé parce que déjà, quand je suis rentrée dans cette pièce pour la première fois, j'ai dû en sortir. Je me sentais vraiment pas bien. Ensuite, il y a eu ce qui s'est un peu passé dans la chambre d'Alice où je me sentais pas bien, où j'ai senti une espèce de courant dans mes mains en touchant le lit. Et après, c'était un ressenti, disons, constant pendant toute la durée de l'enquête. Donc, c'est quelque chose de très différent qui, bien sûr, est pas aussi impressionnant que ce qui vous est arrivé à vous, mais je dirais pas qu'il s'est rien passé. Et en plus, toi, ce que tu dis aussi, c'est que t'as vachement ressenti les choses avec nous. Oui, complètement. Mais ça, c'est soit paranormal, soit de l'empathie. Non, c'est de l'empathie, je pense. Ok.
Mais Eva, du coup, est-ce que tu peux donner un peu plus ton avis sur cette histoire de... On avait un peu tous envie de repartir avec quelque chose et on a tous influencé collectivement notre inconscient. Je suis d'accord pour le côté influence et je suis entièrement d'accord, on avait tous envie de revenir avec quelque chose. Quoi ? Je sais pas. Et peut-être que à ce moment-là de la nuit, on se rendait compte que bon, il s'était pas passé grand-chose et que inconsciemment, on s'est dit bon, on va participer à la Ouija, on va faire du guéridon pour maximiser nos chances de ramener quelque chose. Mais au-delà de ça, il y avait aussi l'aspect nouveauté, tu vois, parce que moi, j'avais jamais vraiment participé à une vraie séance de Ouija. Du guéridon, j'en avais jamais fait, je rêvais d'en faire. Donc, il y avait aussi ce truc de ah, mais on est là, en fait, autant en profiter et autant tester des choses. Tu vois, on est là pour vivre une vraie enquête paranormale avec du vrai matos que tu vois que dans les vidéos YouTube. Là, tu peux le faire avec eux, tu peux participer. C'est aussi ça qui était excitant. C'était le truc de se dire oui, on veut ramener des trucs, mais en même temps, on va tester tout ça et c'est l'opportunité. On a Fougeray quand même. Allons-y à fond, quoi. Je vais vous dire un peu en vrac les trucs que je pense qu'on aurait pu oublier. Est-ce que la table de Ouija et le guéridon peuvent bouger tout seuls? Et si le paranormal est réel, si ce sont vraiment des visites d'entités, pourquoi elles ont besoin de nous pour bouger la goutte sur la table de Ouija, le guéridon? Pourquoi le guéridon, il se lévite pas, il traverse pas la pièce? Pourquoi on a besoin de l'influence de nous, de nos énergies et donc de notre inconscient ou voire de notre conscient pour que tout ça, ça bouge? Parce que, tout simplement, les entités ont besoin d'énergie. Parce que elles sont elles-mêmes énergie. Nous, on est énergie. Et donc, c'est la communion. Donc, tu vas me dire, ah, mais du coup, c'est l'influence. C'est la communion de toutes les énergies des personnes qui sont soit autour du guéridon, soit autour de la table de Ouija, qui vont permettre à l'entité de nous délivrer un message. En fait, elle passe par notre énergie. Parce que toute seule, elle est, disons, trop faible, comme Voldemort. Moi, je trouve qu'on en revient un peu à cette histoire de preuve dont nous parle aussi Véronique dans la visite, c'est-à-dire que c'est quand même hyper compliqué d'avoir des preuves tangibles sans remettre en question les vécus singuliers, comme disait Henri Brock, je vais pas dire aux gens « vous n'avez rien vécu, c'est pas vrai, vous êtes fous ». En revanche, cette question de la preuve, elle est toujours hyper compliquée, c'est-à-dire que on ramène difficilement une preuve matérielle hyper efficace et même de Fougeray, quoi. On n'a pas un truc où on dit « attendez, ça, personne ne peut le réfuter, quoi ». Ce qui est marrant avec Fougeray, et ça, c'est une réflexion que je nourris encore aujourd'hui, plusieurs mois après notre enquête, c'est qu'on a d'un côté ce récit de Véronique et de François qui est extrêmement crédible, qui est extrêmement sincère. Quand elle te raconte tout ça, t'as envie de la croire parce qu'elle-même, elle nous raconte qu'elle en souffre en fait de cette image qu'elle peut donner aux gens potentiellement de quelqu'un qui raconte des bêtises. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a ce récit-là et à côté, j'en ai regardé beaucoup des vidéos sur Fougeray. Depuis que t'es rentrée ou Non, avant? depuis toujours. Ok. Depuis toujours. J'en ai pas trop regardé depuis que je suis rentrée, mais il n'y a jamais de phénomène, en tout cas filmé ou enregistré, d'extraordinaire. Tu vas avoir des enquêteurs qui ont des baguettes de sourcier, donc des baguettes en laiton qui bougent un peu comme un pendule, qui vont se mettre à bouger. Ils vont entendre des PVE un peu comme nous on a entendu sur les Spirit Box. Voilà, c'est des petits phénomènes isolés. Ils vont entendre un craquement, un boom, mais rien de ce que nous raconte Véronique. Et donc, c'est extrêmement frustrant parce que, on la croit, enfin, nous, on l'a cru, en tout cas, Véronique. Et à côté de ça, bon, nous, on n'a pas eu grand-chose, mais en plus de ça, j'ai l'impression que les gens qui viennent justement à Fougeray pour chercher ce frisson, en ressortent toujours, ils restent toujours sur leur faim, quoi. La science a besoin de preuves, a besoin d'éléments tangibles pour pouvoir les examiner. Là, il n'y en a pas. Donc, en fait, comment est-ce que tu peux étudier quelque chose dont tu n'as pas la preuve ? Enfin, c'est toujours très, très compliqué. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans le milieu du paranormal qui relèvent du témoignage. Donc, bien évidemment, si c'est des personnes de confiance, tu les crois. Si le récit est tangible, si la personne raconte vraiment avoir vécu quelque chose de troublant, tu vas la croire. Mais à côté, il ne faut pas chercher de preuves tangibles parce qu'il n'y en aura pas. Il y a une chose aussi dont on n'a pas assez parlé, je pense, c'est à quel point, que ce soit la Ouija ou le guéridon, les choses qui nous sont amenées et qui pourraient prouver l'authenticité de la visite d'une entité sont vagues. Il y aurait pu y avoir des choses dites d'extrêmement précises. C'est-à-dire, par exemple, si la table de Ouija avait donné le prénom de ma grand-mère, qui est Purification,
on y aurait tous cru. Enfin, je veux dire, vous ne saviez pas qu'elle s'appelait comme ça. C'est un prénom tellement bizarre. Il y aurait pu y avoir d'autres trucs de très précis, des lieux de naissance. Enfin voilà, des choses beaucoup plus précises. Pareil, l'incorporation de Philippe, même s'il était très sincère, c'est la mer, le soleil, etc. Bon, une fois qu'on a compris que René Paleja et que Amor c'était espagnol, est-ce que la mer, le soleil et compagnie, c'est pas un peu des trucs faciles aussi à dire? Enfin, je veux dire, ou au moins avoir comme image mentale. Enfin, c'est... Donc voilà, ce truc de c'est assez vague. Et toi, t'as eu la même chose avec le guéridon, c'est-à-dire qu'il y a eu des contradictions et en plus, c'était pas hyper spécifique, y compris dans les choses que disait Tony de la personne qu'il voyait lui. Donc ça, c'est pas tant une hypothèse qu'une remarque de encore plus compliqué de ne pas pencher vers l'hypothèse de on s'est tous influencés vu que c'est des trucs d'infos très limités, quoi. Si on continue sur l'hypothèse qu'on s'est tous influencés, moi, même si ça avait écrit son prénom, ben en fait, dans tous les cas, c'est toi qui influences la séance. Donc, même si le prénom, il est très original et que c'est compliqué, qu'on le connaissait pas tous autour de la table, pour moi, ça m'aurait pas aidé à me dire « Ah ok, j'y crois ». Et oui, pour moi, on en a déjà parlé, mais il y a aucune certitude par rapport à ça. Moi, je pense que là où j'aurais pu basculer, c'est si en fait, on avait eu une entité qui était venue nous parler, qui n'avait aucun lien avec personne autour de la table, qui nous avait donné des informations, et qu'on ait pu, par la suite, le lendemain ou là, vérifier ces informations, et que ces informations étaient vraies, et qu'elles étaient détaillées. Mais comme on n'a pas eu ça aujourd'hui, et toi, Eva? Ouais, tout est vague. Je suis pas hyper d'accord avec cette hypothèse. Après, Liso, t'étais un peu plus seule, disons, dans ton expérience de guéridon, parce que tu posais tes questions dans ta tête, donc nous, on ne savait pas ce qui se passait, tu vois. C'est comme si t'étais en discussion personnelle, en tête-à-tête avec elle ou quelqu'un d'autre. Et que nous, on était juste là à accompagner le mouvement. Donc, oui, donc là, tu peux pas parler de détails. Tu vois, on n'en sait rien, quoi. Ouais, mais du coup, pour le coup, moi, je peux te le dire de ce que j'ai demandé, il y avait pas de... Pareil. Alors, ce qui est très compliqué aussi avec le guéridon, c'est que comme tu peux poser des questions qui sont uniquement fermées, donc la réponse c'est oui ou non. Non, mais pour réussir à obtenir des détails sur des choses, enfin, je le disais tout à l'heure, j'ai un peu essayé de titiller sur un souvenir, mais ça reste quand même hyper compliqué. Puis t'es dans la transe de la situation. Donc, ouais, je comprends ton point de vue par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça, c'est en règle générale, le détail, il est souvent absent, en fait. Et moi, je me demande pourquoi on n'a pas vraiment des choses très précises qui sont dites par ces entités, quoi. D'autant que du coup, comme il est 3, 4 heures, 5 heures du matin, même les trucs pas très détaillés deviennent hyper parlants, quoi. Ah oui. Enfin, je veux dire, notre émotion, le seul truc que dont je suis sûre, c'est que l'émotion qu'on a ressentie, elle est vraie dans le sens où on était vraiment émus. Parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, dans ce château-là, avec cette attente qu'il se passe un truc et qu'on vive quelque chose, mais tout était d'une intensité folle. Mais tout était décuplé aussi. Ouais. J'ai passé la semaine suivante à me dire non mais qu'est-ce qui s'est passé, et c'était hyper bouleversant, et je me souviens qu'on a eu des conversations aussi là-dessus, à se dire c'était super intense, et ça c'est clair qu'on peut pas le nier. Je pense que c'est le seul truc sur lequel je donne un peu des arguments au paranormal, c'est que c'était super intense, hyper fort, que c'était très inattendu. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui faisaient que l'intensité de ce qui s'est passé, elle est là. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est tout à fait explicable? Après, c'est aux auditeurs de se faire leur avis, mais c'est vrai que c'était dense. C'est bien sûr aux auditeurs de se faire leur avis. Et puis de toute façon, on n'est pas venu ici pour chercher la vérité. C'est ce qu'on s'est dit dès le début avec Liso quand on a fait ce podcast. Moi, il y a juste un truc, je pense, pour rassembler un peu tout ce que vous avez vécu. C'est que, en fait, finalement, on s'en fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Et le plus important, en fait, c'est ce que ça vous a procuré comme émotion. Et c'était bien sûr une émotion très forte. Donc peut-être que c'était parce qu'on n'avait pas dormi, parce qu'il faisait froid. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Mais le fait est que, à cet instant-là, pour vous, c'était super fort et pour vous, c'était réel. Et en fait, je pense que c'est le plus important. Et enfin, la grande question que moi, j'ai envie de vous poser depuis qu'on travaille sur ce sujet, depuis qu'il s'est passé tout ça, etc. Eva, est-ce que tu as changé d'avis sur le paranormal?
Non, j'ai pas changé d'avis sur le paranormal parce que je vais faire le parallèle avec ce que nous disait Henri Brock, mais du coup à l'inverse. C'est pas parce qu'il s'est rien passé à Fougeray que les fantômes n'existent pas. J'ai été peut-être sur le moment un peu déçue de Fougeray parce que j'avais beaucoup d'attentes et donc voilà, j'ai failli basculer de l'autre côté. Non, au contraire, ça a plutôt attisé ma curiosité et je me suis dit, j'ai envie d'aller dans beaucoup plus de lieux réputés hantés. J'ai envie de me frotter encore plus à ce monde-là pour avoir davantage de réponses. Non, je dirais que j'y crois encore plus. À la fin de ce podcast, à la fin des 10 épisodes, si tu dois mettre une note globale de t'y crois pas, elle doit être très élevée alors. En prenant en compte toutes les aventures qu'on a vécues, je mettrais une note de 9. Oh, waouh! Ouais. Je mets pas 10 parce que peut-être que ça m'a ouvert un peu à d'autres choses, notamment la rencontre avec Henri Brock et à du coup pas tout de suite crier au loup et pas tout de suite dire c'est paranormal, mais il peut y avoir plein d'autres explications que les différents experts qu'on a rencontrés nous ont exposées. Voilà, mais ça reste quand même une note très très haute. J'ai juste un peu revu ma façon d'appréhender la chose, mais j'y crois toujours beaucoup. Et alors toi, Liso, est-ce que t'as changé d'avis sur le paranormal avec cette visite de Fougeray et avec le podcast de manière générale? Eh ben alors, moi, c'est très compliqué. Et je pense que même aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à trancher. Je mettrais 5. Parce que je pense que c'est important de mettre la moyenne. Il y a d'un côté, j'ai l'impression que je repars plus sceptique que je ne suis arrivée. Dans le sens où, quand j'ai commencé le podcast, je te disais toujours que moi, je rationalisais, enfin que j'essayais de rationaliser et que je voulais trouver une raison à tout ce qui pouvait se produire sans avoir les outils. Tu vois, toutes les explications qu'on a eues de la part des scientifiques. Mais maintenant que je les ai, en fait, à chaque fois qu'on peut me raconter des phénomènes inexpliqués ou je sais que quand on va m'en raconter par la suite, ou si je vais en vivre, je ne sais pas, en fait, je vais toujours prendre cette petite valise en fait à outils et l'ouvrir et regarder et me dire alors attends, est-ce que c'est peut-être pas ça, est-ce que c'est peut-être pas ci. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression de repartir plus sceptique que je ne suis arrivée par rapport à ça. Mais d'un autre côté, toutes les rencontres qu'on a pu faire, eh ben, j'ai l'impression que ça m'a ouvert, exactement comme me disait Carole, exactement comme m'a dit la médium Anne Tufigo. Cette idée d'ouvrir un peu ses sens, l'observation, les émotions, vraiment s'ouvrir humainement aux choses qui peuvent se produire et aux histoires qu'on peut me raconter. Alors, j'étais déjà comme ça au début, mais là, j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort. Et du coup, c'est pour ça que je mets la moyenne, parce que j'ai l'impression que d'un autre côté, il y a cette ouverture où j'ai un peu envie de revivre des choses pour voir si je vais réussir à les expliquer ou pas, ou si en fait le monde du paranormal existe vraiment, quoi. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Densler. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accordé du temps et qui ont permis la réalisation de ce podcast, ces personnes qui nous ont aidés à éclairer le monde des invisibles. On voulait aussi vous remercier, vous, les auditeurs, pour nous avoir suivis tout au long de nos aventures, pour vos retours, vos commentaires et votre soutien. Et un grand merci à toute l'équipe de Slate Podcast, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour.